Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année. Nous vous y attendons nombreux. Vous êtes 138 à vous être inscrits. Vous êtes déjà 23 présents dans la salle. Comme d'habitude, on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Et comme d'habitude, je vous invite à télécharger la documentation exhaustive, précise, nombreuse, que vous trouverez dans le petit onglet indiqué par un trombone qui s'appelle « Files » en anglais ou « Documents » en français. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à tout télécharger. Si vous avez des difficultés ou si vous ne voyez pas l'onglet pour quelque raison que ce soit, eh bien, je vous enverrai, comme d'habitude, le lien WeTransfer avec toute la documentation et d'autres informations dans un mail groupé d'ici soit vendredi, soit lundi, sans faute. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi François Duverne, que je vais laisser se présenter, qui est psychologue social et qui va nous apporter un double regard, un autre regard, parfois un regard divergent, à la vision juridique et judiciaire des grandes réformes qui concernent le droit du travail en 2021. Et ce qui m'intéressait beaucoup en faisant intervenir François et en espérant le faire intervenir plus régulièrement en 2022, lors de notre nouveau cycle de webinaire de 6 mois que je mettrai en ligne à partir du 10 janvier prochain et qui se perpétuera pendant 6 mois, donc de janvier à juin 2022. Eh bien, ce qui m'intéressait en faisant intervenir François, c'est la première fois que je fais intervenir un psychologue du travail, c'était précisément d'avoir la vision pratico-pratique en intra, le ressenti côté salarié, côté employeur, de toutes ces réformes que nous, on aborde avocats lorsque ça ne va pas, lorsque le contexte se tend. Donc François, je te laisse te présenter pour nos participants. Merci Judith, bonjour à toutes et à tous. Je suis François Duverne, psychologue social. Je dirige un cabinet de conseil avec mon acolyte Romain Loupeau, donc qui s'appelle Loupeau et Duverne Santé Travail. Et on travaille sur la question de la préservation de la santé au travail. On accompagne tout type de structure et on a été sollicité pendant toute la durée de la crise sanitaire sur des difficultés particulières en lien avec cette situation. Et mon intervention aujourd'hui aux côtés de Judith, c'est effectivement pour vous apporter des petits exemples de choses sur lesquelles on a pu être sollicité, des situations bien réelles et sur lesquelles un regard de psychologue peut être assez intéressant. C'est vrai que ce regard croisé avocat-psychologue, c'est pas forcément très très courant, donc je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je serai enchanté de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup François. Alors, il est 14h04. Vous êtes déjà près d'une cinquantaine et vu que les sujets qu'on va aborder pourraient faire l'objet chacun d'un webinaire dédié et que, comme vous le savez, pour ceux qui assistent régulièrement à nos webinaires, 1 heure, ça paraît long et c'est en même temps très court, surtout lorsqu'on a pour ambition de traiter un sujet aussi vaste. Alors, effectivement, il a fallu choisir des angles. Les réformes en matière de droit du travail en 2021, elles ont été nombreuses. On va aborder celles qui sont attenantes au contexte sanitaire, bien évidemment, mais pas que. On va aborder la protection contre les discriminations et le harcèlement, ces nouveautés, la manière dont la jurisprudence se saisit de ces problématiques aujourd'hui. On va bien évidemment parler du télétravail, du problème de l'hyperconnexion, du droit à la déconnexion. Et bien évidemment, on va d'abord aborder tout ce qui concerne la santé au travail de manière large, les grands points de la réforme. Et François, je me permettrai de t'interpeller chaque fois que j'aborderai un point précis pour avoir ton regard ou que tu nous offres des cas pratiques, ce que tu vois en entreprise, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Alors encore une fois, je le répète pour tous nos participants, l'objectif de ces webinaires est à la fois très ambitieux et très simple. L'idée, c'est de vous offrir la vision d'un avocat, la vision pratico-pratique d'un avocat, à savoir comment se déroulent les procédures, comment ça se passe au sein d'un tribunal, comment est-ce qu'on peut éviter d'aller sur le terrain de la procédure, et justement pour ouvrir le champ
de l'évitement des procédures juridiques ou judiciaires, je m'associe à des experts qui peuvent précisément nous aider à avoir un regard, on va dire, plus large, en tout cas offrir des solutions optimales à des situations pour lesquelles l'avocat, peut-être sans aucun doute utile, mais n'est pas pertinent en termes de solutions. Je partirai d'abord d'un constat avant de rentrer dans les sujets attenant à la réforme du Code du travail en 2021. Et ça, je suis très attentive au regard que tu pourras porter sur le constat que je vais poser. Alors, moi, mon constat en tant qu'avocate, il est le suivant. Je pratique quasiment quotidiennement les dossiers en droit social, des dossiers qui sont parfois éminemment complexes, qui demandent d'établir ce qu'on appelle dans notre jargon des liens de causalité entre les préjudices qui sont allégués par les personnes qui viennent nous voir et la réalité des faits. Alors, comment est-ce qu'on nomme la réalité des faits? On les appelle la preuve. Alors, la preuve, tout le monde va comprendre ce mot, ce n'est pas un mot qui fait partie exclusivement du champ lexical, juridique et judiciaire, mais concernant ces problématiques afférentes au droit du travail de manière générale, qu'elles touchent à n'importe quel sujet inscrit dans le cadre du Code du travail ou du Code pénal ou du Code civil, parce qu'il faut savoir que les problématiques rencontrées dans le contexte du travail ne sont pas exclusives, ne relèvent pas simplement du Code du travail, mais on va dire que la problématique que l'on a, majoritairement nous avocats, quand les personnes viennent nous voir et nous disent voilà ce que je subis au sein de l'entreprise, quelle que soit la problématique, c'est la difficulté de la preuve. La preuve, ça veut dire de quels éléments vous disposez pour alléguer ce que vous me présentez. Ça, c'est la première chose, la question des pièces. Et souvent, il en manque. La deuxième question qui va se poser, c'est quelle stratégie adopter? Et la plupart du temps, quand on pose la question aux gens qu'on rencontre pour la première fois pour des problématiques de droit du travail, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont dans le flou et souvent dans une forme de désespoir très prégnant, parfois beaucoup plus importante que celle que l'on peut rencontrer en matière de droit de la famille, notamment dans les divorces et les séparations, à savoir que les personnes qui sentent qu'ils doivent quitter leur contexte de travail, leur environnement professionnel, eh bien, c'est ressenti de manière extrêmement douloureuse. Et d'ailleurs, ce constat, je le pose, peu importe l'ancienneté. C'est quelque chose qui est très, très durement ressenti, surtout quand il s'agit de métiers, je dirais, où il y a de l'investissement, où ce sont des formations qui ont été des formations passion, où on s'est véritablement engagé. Vous le savez, vous, assistant social, c'est un sujet. Alors, vous me dites, Marie-Paul, que vous avez des micro-coupures. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous voulez réagir dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien sans micro-coupure, ce serait formidable. A priori, moi, je m'entends de manière assez fluide. François, tu m'entends bien? J'entends très bien sans micro-coupure. Parfait. Alors, je continue. Donc, j'abordais en premier lieu la difficulté des pièces dont disposent les salariés ou les agents qui viennent me voir quand ils ont une problématique en droit du travail. Et la deuxième difficulté, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Et aboutir au constat qu'il faut que je quitte mon entreprise, eh bien, c'est un constat qui est parfois éminemment difficile à poser. Pourquoi? Parce que c'est ressenti profondément comme un échec. Et excusez-moi peut-être ce rapprochement un peu abusif avec un divorce ou une séparation, mais tel que je le vois dans mon bureau d'avocate, c'est véritablement ce ressenti, à savoir que c'est une souffrance, c'est un deuil à faire. On quitte l'entreprise. Comment est-ce qu'on va le faire? Pourquoi on va le faire? Comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce que ça se négocie? C'est très difficile. Alors nous, avocats, et je vais tout de suite te passer la parole, François, les solutions qu'on peut proposer, ce sont des solutions afférentes à négociation financière. C'est-à-dire qu'on regarde les barèmes Macron, et j'y reviendrai aussi dans le déroulé du webinaire, on regarde les barèmes Macron et on dit, voilà, monsieur, madame, vous avez tant d'ancienneté. Aujourd'hui, les entreprises savent que pour éviter les prud'hommes, eh bien, ils ont une marge de négociation, le minimum, le maximum. Ça revient parfois, malheureusement, et excusez-moi ce terme-là, à des discussions de marchands de tapis, à savoir que nous, avocats, on rédige des courriers extrêmement circonstanciés pour faire valoir tous les préjudices subis
par le salarié ou les agents quand il s'agit de la fonction publique, et on négocie. On dit, voilà, il y a la jurisprudence qui, pour un salarié qui a le même niveau d'ancienneté, le même niveau hiérarchique, eh bien, c'est ces montants-là qui ont été alloués au niveau des prud'hommes. Donc, nous vous demanderons ça à l'amiable pour éviter d'aller au contentieux. Sachant que le contentieux prend énormément de temps. Il faut savoir que les délais aujourd'hui au prud'homme, c'est 2025 ou 2026, ce qui est extrêmement décourageant. Et là, c'était effectivement via la volonté du législateur de pousser considérablement à la fois les salariés et les employeurs à aller sur le terrain de la négociation. Or, et c'est là que je vais tout de suite te passer la parole, François, c'est effectivement ce terrain de la négociation, c'est-à-dire de revenir sur un terrain où on va se parler, où on va négocier le départ. Alors, l'idée n'est pas tant de négocier, disons que pour l'avocat, ça va être de négocier financièrement le départ, mais il y a un autre aspect qui pour moi est très saillant en matière de négociation avec l'employeur et qui pour nous, avocats, ne nous échappe pas, mais on va dire est difficile à négocier en monnaie sonnante et trébuchante, c'est la problématique de la dignité de la personne qui va quitter son travail. Et ça, c'est quelque chose d'éminemment essentiel. C'est que l'argent ne répare pas tout. Même parfois lorsque on obtient pour les personnes, et ça je suis souvent très étonnée de poser ce constat, il m'arrive d'obtenir des négociations à des niveaux extrêmement intéressants, qui se chiffrent parfois en centaines de milliers d'euros pour des salariés, et ces salariés me disent « Ah ben non, c'est pas tout à fait au niveau de ce que je voulais, donc je suis prête à aller au contentieux. » Et je dis à ces gens-là « Mais vous avez bien conscience qu'il va s'agir de 2 ans, de 3 ans de procédure, sans compter la procédure d'appel, et qu'aujourd'hui, les prud'hommes, ce n'est plus le jackpot. C'est pas parce que vous demandez cette somme que vous l'aurez. Donc vous avez tout intérêt à récupérer cette somme et à tourner la page et à passer à autre chose. » Eh bien, je suis très surprise et je ne dispose précisément pas de cette formation, de ces éléments-là en matière, on va dire, psychologique de manière large. C'est que ces gens-là, pour qui j'ai obtenu des négociations financières très intéressantes, me disent non, 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 moi, je veux monter sur le ring de boxe en quelque sorte, je veux aller au tribunal et je veux qu'on me reconnaisse comme ayant été victime de harcèlement, de discrimination, mon burn-out est lié à l'employeur, etc. Et donc là, on va se retrouver avec ma première question, à savoir la problématique des pièces. Est-ce que j'ai des pièces ou pas pour aller au contentieux? Souvent, on en a, parfois, on n'en a pas assez, mais qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas assez, eh bien, je constate souvent cette même dynamique, à savoir que quand bien même on pourrait obtenir des négociations extrêmement intéressantes, eh bien, vous avez parfois une partie des personnes que moi je reçois qui disent « Ah ben non, moi je vais aller au contentieux parce que je veux faire valoir ma peine, je veux faire valoir mes préjudices. » Et pourquoi je souhaitais démarrer ce webinaire par ce constat-là, pour vous dire que tout ce que je vais dérouler lors du webinaire avec François, avec les points extrêmement importants de mon point de vue de la réforme du droit du travail en 2021, eh bien, tous ces points-là ne sont pas susceptibles de réparer une vision que les salariés ou les agents peuvent avoir de leur dignité bafouée lorsqu'ils sont censés réfléchir au fait qu'il faut quitter l'entreprise et de quelle manière est-ce qu'il faut le faire. Alors, François, je vais tout de suite te passer la parole. Est-ce que tu partages mon sentiment face à ce constat, à savoir que la pléthore ou même parfois l'inflation législative en matière juridique et judiciaire et qui ne cesse de grossir au fil des années, ne répare pas précisément ce sentiment de dignité ou de perte de dignité que ressentent beaucoup de personnes victimes, que ce soit même d'un problème d'invalidité simple ou plus de harcèlement ou de discrimination, ou bref, de quelques problématiques que ce soit au sein du monde du travail. Effectivement, à t'entendre parler, Judith, on fait la distinction en fait souvent entre l'emploi et le travail. L'emploi comme étant une source un moyen qui apporte des moyens financiers, et la réparation financière dont tu parlais tout à l'heure, elle est souvent indexée sur l'emploi. Combien de temps cet emploi a été réalisé, dans quelles conditions? La personne qui est restée pendant 40 ans dans une entreprise à des postes de direction va certainement avoir une enveloppe très importante en termes de réparation. Puis la question du travail. Et le travail,
moi je travaille que sur la question de la santé au travail, mais le travail, il construit l'identité professionnelle. Et donc la réparation financière ne va absolument pas combler la réparation de l'identité professionnelle de la personne que tu peux rencontrer. C'est important parce qu'on parle beaucoup de reconnaissance dans le travail et effectivement, quand on quitte son employeur en cas de litige avec une situation de harcèlement, de burn-out, d'inaptitude, d'invalidité ou en tout cas quelque chose qui fait une rupture finalement dans la vie de la personne, ça fait une rupture dans la vie de la personne, pas que sur son emploi, mais aussi sur son travail, et ça touche son identité. Finalement, peut-être que le moyen, c'est justement d'essayer de travailler avec les employeurs sur cette question-là de la reconnaissance de l'identité professionnelle, parce que finalement, on se rend compte, et c'est l'exemple que tu donnais, c'est que même si l'enveloppe budgétaire de réparation est très importante, ça ne réparera jamais le fait que la personne elle a passé 40 ans de sa vie dans cette entreprise, qu'elle a construit cette identité très très forte et que finalement, ce qu'elle attend, parfois, c'est simplement une reconnaissance de son employeur pour les bons et loyaux services qui est de ses 40 ans d'ancienneté. Qu'est-ce que tu serais susceptible de proposer, toi François, en tant que psychologue du travail? Alors, j'aimerais bien que tu me décorrèles ta réponse en 2 aspects, c'est-à-dire côté de l'employeur et côté du salarié, pour précisément faire valoir cette problématique de dignité. Je vais te donner un exemple classique, malheureusement classique que j'ai. J'ai une dame qui est venue me voir et qui a 30 ans d'ancienneté dans une grande structure pharmaceutique connue, que je ne nommerai pas, et qui, pour plein de raisons attenantes à son parcours professionnel, s'est retrouvée ces 10 dernières années seule à créer un service, à être dans un contexte de quasi burn-out, etc. Cette dame-là, qui a 62 ans, s'est retrouvée en accident de travail, mise en invalidité, à 1 an de sa retraite. Effectivement, elle était très choquée. Elle n'a pas réalisé en fait tout le processus un peu de déréliction qui se jouait un petit peu à son insu. Elle n'a pas su mettre les bons mots sur les difficultés professionnelles qu'elle rencontrait. Et là, elle se réveille avec un médecin du travail qui lui dit: Madame, je vous mets en invalidité. Et cette dame-là, le jour où elle est venue chercher ses affaires dans son bureau, elle est venue les chercher en catimini. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce ou de pot de départ. Et ce jour-là, dans le bureau d'à côté, elle avait une de ses collègues qui, elle, partait à la retraite. Et 40 personnes se pressaient dans ce petit bureau, avec des masques évidemment, mais pour fêter le pot de départ de cette femme. Et cette dame-là m'a dit: vous pouvez pas vous imaginer, Judith, la blessure d'orgueil que ça a été pour moi. De partir avec mon petit carton, mes petites affaires, mon mug, les photos de mes enfants. J'ai pas compris ce qui se passait. Alors, j'ai eu beau lui dire à cette dame, et c'est pour ça que je voulais vous donner un exemple pratique: écoutez, vous inquiétez pas, on va pouvoir négocier, vous avez beaucoup d'ancienneté, ça va être des montants importants, on va faire valoir votre préjudice, le fait que votre invalidité est due à un contexte délétère au sein du travail. Eh bien, cette dame-là pleurait au téléphone et je ne savais pas quoi lui dire, quoi faire pour que cet événement-là, ce qui s'est passé, ce départ par la petite porte de l'entreprise puisse être réparé. Alors, c'est un exemple un peu paroxystique, François. Mais typiquement, dans ce type d'exemple où il y a, voilà, comment dire, où les gens, avant qu'ils ne sortent par la petite porte, quels conseils tu pourrais donner à la fois à l'employeur pour éviter ces contextes très, très, très négatifs sur le plan humain, tout simplement, de la relation employeur-salarié, et le conseil que tu pourrais donner au salarié lui-même pour que précisément, il soit acteur de sa sortie de l'entreprise en quelque sorte. C'est tout l'enjeu de la prévention. Là, on est vraiment dans une situation où la prévention n'a pas été suffisante ou suffisamment mise en place et donc du coup qui conduit à cette séparation de l'employeur et de sa salariée. Pour l'employeur, en fait, il y a une notion qui m'est venue tout à l'heure aussi et dont on parle peu finalement dans l'entreprise. Et quand tu parlais de la recherche de la preuve, ça m'a inspiré ça. Et la question de la subjectivité. En fait, on essaye d'objectiver, quand on cherche une preuve, on essaye d'objectiver des faits. Ce qui fait qu'un salarié construit son identité professionnelle, c'est justement la subjectivité par rapport à la situation professionnelle. Comment est-ce qu'il le vit ?
Alors, ça, on ne le voit pas beaucoup dans les entreprises. On ne prend pas en compte cette subjectivité. Mais pour faire en sorte de faire de la prévention dans l'entreprise, c'est de prendre conscience que le salarié, il n'exerce pas simplement une fonction, il y met de lui-même, il y met quelque chose de son identité, justement, et de sa subjectivité dans son travail. Et c'est pour ça qu'il fait bien son travail. Donc là, c'est un échec assez important, c'est de dire finalement, au bout de 40 ans, on a un employeur qui se sépare d'une façon en plus qui n'est pas son choix délibéré, vu que c'est le médecin du travail qui met en inaptitude cette salariée, et une salariée qui quitte l'entreprise dans des conditions vraiment pas confortables pour elle. L'employeur, qu'est-ce qu'il y perd? Il y perd le fait qu'il va pas avoir la possibilité de capitaliser sur l'expérience de sa collaboratrice. Tout simplement, elle part, elle a 30 ans d'ancienneté, 30 ans d'ancienneté, elle part par la petite porte, elle part après un arrêt maladie de longue durée, de 2 ans. Il y a une perte sèche de connaissance de l'entreprise, de compétences, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il n'y a pas de passation de dossier forcément, et puis la personne quitte la société avec tout son savoir, toute l'expérience acquise, peut-être tous les outils qu'elle a mis en place, etc., etc. En plus, tu disais qu'elle avait monté un service, donc c'est quand même quelqu'un qui a eu une place très particulière dans l'organisation. Perte sèche pour l'employeur. À l'heure où on est sur les questions de fidélisation des collaborateurs, c'est des choses qui sont à prendre en considération dès maintenant. On essaye de fidéliser des profils. Comment se fait la passation entre les départs à la retraite, les gens qui quittent l'entreprise? Comment se fait cette passation pour qu'il n'y ait pas une perte de mémoire de l'activité de travail, et puis pour qu'il y ait la possibilité d'être dans un apprentissage ou dans une expérience en tout cas qui soit partagée. Donc là, enfin, en termes de prévention, c'est pas le mieux, mais c'est d'expliquer ce que l'employeur perd à ne pas faire de la prévention, justement, à ne pas travailler sur le sujet. Pour la salariée, malheureusement, et alors là, c'est un peu un aveu d'échec, mais très concrètement, sur les situations extrêmement détériorées en termes de santé, que ce soit des situations de harcèlement, de burn-out, il y a cette attente de reconnaissance. Parfois, il y a une insistance du salarié à rester dans l'entreprise malgré tout pour obtenir cette réparation. Malheureusement, ça se solde souvent par des accompagnements nécessaires sur le parcours professionnel, sur la possibilité pour la salariée qui n'est plus salariée, donc qui va être retraitée, me semble-t-il, dans cet exemple-là, de réussir à dépasser cet événement de vie, qui n'est plus du coup un événement d'entreprise, mais qui est un événement de vie, pour réussir à se projeter plus sereinement dans une autre partie de sa vie, et donc sa vie sans activité professionnelle. Et c'est un traitement souvent individuel à travailler, bon, en l'occurrence sur le versant travail avec un psychologue du travail, mais aussi à pouvoir dépasser cet événement, parfois par un travail thérapeutique. Ok, donc ça c'est, alors voilà, donc toujours l'objectif de ces webinaires, je le rappelle, c'est pour vous, assistants sociaux, de vous donner le maximum de clés pour accompagner au mieux les salariés ou les agents que vous recevez. Donc effectivement, je reprends rapidement ce que dit François, c'est vrai que l'entreprise dispose d'énormément de procédures en dehors de la loi. Cette loi, elle est implémentée en interne, tout ce qui concerne la prévention des risques psychosociaux. Et j'imagine, vous, assistants sociaux, quelle que soit votre structure, vous avez pléthore de procédures en interne. Sauf que, force est de constater que ces procédures, parfois, elles sont très jolies, mais elles sont un peu cosmétiques. C'est-à-dire, elles sont là, elles sont affichées dans les couloirs, elles sont là sur l'intranet. Est-ce qu'elles sont appliquées? Telle est la question. Donc, vous, assistants sociaux, vous devez vous saisir de ces procédures internes, les décortiquer, faire à votre niveau un travail de juriste, je dirais, de regarder les termes de la loi, les engagements de l'entreprise pour les faire valoir, pour aider les salariés à dire eh ben, je comprends pas, vous m'avez mis dans un tel contexte de travail, pourtant, dans une charte interne, dans une circulaire, dans une procédure, vous appelez ça comme vous voulez, quel que soit le format, vous vous êtes engagé à agir contre ces contextes-là.
Donc ça, c'est très important avant même de brandir, oui, dans le Code civil, la loi 1233-4-5, voilà, du Code du travail, du Code civil ou du Code pénal dit que, eh bien, avant de vous saisir des arguments légaux qui sont souvent portés par un avocat, vous pouvez tout simplement regarder ce que disent les procédures internes en termes de prévention. Et comme dit François, et ça, vraiment, j'abonde absolument dans ton sens, c'est que la manière la plus digne de partir de l'entreprise, c'est de faire une passation. C'est comme aux Jeux Olympiques, quand les gens courent en équipe, c'est de dire, voilà, moi j'ai capitalisé une expérience, j'ai apporté ma valeur ajoutée à l'entreprise, quelle que soit ma fonction, quelle que soit ma position hiérarchique dans l'organigramme, et je souhaite, moi, quel que soit le contexte, évidemment, il ne faut pas que le contexte soit trop tendu, mais en tout cas, transmettre mes connaissances, transmettre mes dossiers. Et ça, effectivement, là, dans une dynamique telle que je la propose, eh bien, non seulement la dignité du salarié est respectée, et en plus, l'entreprise, comme tu dis, ne subit pas de perte sèche. Donc ça, c'est des choses très importantes qui tiennent à la fois je dirais, du juridique, du judiciaire classique, ça veut dire des codes de loi, mais aussi des chartes en interne, et aussi de votre sensibilité à vous, assistante sociale, sur tel ou tel type de situation. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, François ? Oui, je voulais juste rajouter, c'est le début de ton intervention qui m'a fait penser à ça, c'est le décalage parfois entre ce que l'entreprise présente comme valeur ou comme volonté de fidéliser par exemple ses collaborateurs, et une expérience comme celle-ci vient complètement dynamiter cet aspect marketing un petit peu des valeurs portées par l'entreprise. Donc, il faut faire très attention dans les entreprises qu'il n'y ait pas de décalage finalement entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et une situation comme celle-ci vient marquer radicalement l'entreprise, parce que justement, c'est une preuve concrète finalement que la fidélisation des salariés ne s'applique pas à tous. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Ouais, non, c'est très important. Et vous, assistants sociaux, vous êtes vous êtes dans la bonne posture, au bon poste, pour justement pointer du doigt le décalage entre ce qui est écrit et la réalité du contexte du travail dans tel ou tel service. Donc, n'hésitez pas à vous emparer de la documentation interne, qui n'est pas là juste pour faire joli et pour dire pour que l'entreprise dise, regardez, j'ai fait tout ce qu'il fallait en interne, mais simplement il faut pas hésiter à mettre le doigt sur des situations spécifiques qui iraient à l'encontre de ce qui est écrit dans ces chartes. Alors, voyez, il me semblait que cette introduction un peu longue était vraiment nécessaire, parce qu'elle pose un constat qui est partagé par deux professionnels à des niveaux différents sur le monde de l'entreprise. Alors, on va rentrer tout de suite dans le premier point, qui est la loi d'août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Et je te ferai intervenir, si tu veux bien, François, sur tel ou tel point. Alors, cette loi cette loi du 12 août 2021 qui vise à renforcer la prévention en santé au travail. Elle transpose l'accord national interprofessionnel de 2020 en vue de réformer la santé au travail, et elle contient plein de mesures de santé publique et aussi de santé au travail. Alors, quels sont les éléments de cette réforme qui vous intéressent, qui doivent vous intéresser, vous, assistants sociaux ? D'abord, c'est que l'ambition de cette réforme, c'est de mieux évaluer et de mieux prévenir les risques professionnels. Alors, vous me direz, ça, on en entend parler depuis 20 ans, c'est pas nouveau. Mais on va dire qu'il y a un accent tout particulier qui est mis sur la prévention des risques professionnels. Comment est-ce que ça s'articule ? Ça s'articule notamment avec l'importance encore plus mise en lumière de ce fameux DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, que vous devez connaître, vous, assistants sociaux. C'est très, très important. Donc, un nouvel article, L4121-3-1, que vous trouverez les références dans l'un des documents que je vous ai transmis, définit également le contenu de ce DUERP et ses modalités de mise à jour, de conservation et de mise à disposition. Ce document répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure surtout la traçabilité collective de ces expositions. Ça veut dire que vous, assistants sociaux, vous pouvez ne pas vous contenter simplement d'être lanceur d'alerte,
vous devez dire, quand vous avez identifié une situation à risque, demandez à ce qu'elle soit répertoriée dans ce document unique qui tire lieu de forme de jurisprudence interne sur ce qui s'est passé dans l'entreprise et comment ça a été traité en matière d'exposition aux risques professionnels. L'employeur devra transcrire et mettre à jour ce document, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il doit être conservé, et là, vous allez voir où c'est très important en termes de temps long, il doit être mis à disposition pendant au moins 40 ans. Donc, c'est un délai extrêmement long. Pourquoi? Pour que justement, l'entreprise ne joue pas sur comment dire, une vision du droit dont vous avez entendu parler, qui ne fait pas partie de l'entreprise, qui est la prescription. On entend parler notamment, malheureusement souvent, on en a entendu parler en matière de consentement sexuel, de viol, etc., d'inceste, cette notion de prescription. À partir de quand s'éteint l'action pénale, à partir de quand est-ce qu'on peut saisir le procureur, porter plainte, etc. Eh bien, en matière de droit du travail, en matière de jurisprudence interne à l'entreprise, en matière de risque professionnel, eh bien, il y a une obligation de conserver ce document précisément pour avoir une vision sur des décennies, sur la manière dont ont été traitées telle ou telle problématique. Et ça, c'est très important, surtout pour vous, professionnels, assistants sociaux, DRH ou médecins du travail, qui travaillez depuis un certain temps dans certaines entreprises. Vous êtes à même de demander, faire une sorte de chronologie, faire un comparatif entre qu'est-ce qu'on faisait en 2010, qu'est-ce qu'on fait en 2020. Peut-être que les choses ont évolué à la baisse, peut-être que les choses ont évolué positivement, mais en tout cas, c'est un outil très important dont je vous invite à vous saisir pour analyser au mieux la spécificité de la difficulté que va rencontrer le salarié ou l'agent que vous rencontrez. Il y a la mise en place d'un passeport prévention. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un passeport de prévention qui devra être créé au plus tard le 1er octobre 2022, qui devra faire figurer toutes les attestations, certificats et diplômes obtenus par chaque travailleur dans les cadres des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Ce passeport sera renseigné par les employeurs. Les demandeurs d'emploi auront également la possibilité d'ouvrir ce passeport. Il sera intégré dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences si le salarié ou demandeur d'emploi en possède un. Donc, c'est très, très important parce que ça vous permet à vous, assistants sociaux, mais aussi à n'importe quel salarié qui aurait fait des formations relatives à ces problématiques-là de santé et de sécurité au travail, d'avoir une légitimité en interne pour porter ces sujets-là. Et pourquoi est-ce que c'est important? Et là, je souhaite avoir ton regard, François. Une des problématiques d'un avocat, quand on se saisit d'un dossier droit du travail, comme je viens de le dire, mais je le répète, c'est très important, et je vais vous donner une ramification de cette problématique, c'est la preuve, c'est-à-dire les pièces. Et souvent, les pièces les plus intéressantes dans un dossier en droit du travail qu'on peut porter au contentieux, un dossier solide du point de vue de l'avocat, c'est pas simplement un dossier qui va contenir des mails ou des SMS un peu litigieux, c'est un dossier qui contiendra des attestations de collègues. Or, il faut savoir qu'aussi le Code du travail autorise, bien évidemment, et protège même les salariés témoins de discrimination, de harcèlement, de quelque contexte de travail qui serait litigieux pour un de ses collègues, de témoigner, c'est-à-dire que la personne qui va témoigner ne peut pas être elle-même discriminée ou harcelée. Eh bien, force est de constater sur le terrain que souvent, la pièce dont les salariés manquent le plus, c'est précisément les attestations des collègues, puisque les collègues ont peur d'être assimilés à cette personne qui est elle-même discriminée, harcelée, mise de côté, qui va prendre la porte de l'entreprise. Eh bien, en mettant en place ce passeport prévention, on donne d'une certaine manière à certains salariés une légitimité toute particulière pour porter les problématiques de leurs collègues, c'est-à-dire d'une certaine manière infuser une certaine notion de solidarité entre collègues, c'est-à-dire que on pourra se sensibiliser à ces questions-là sans être particulièrement assistant social ou RH ou médecin du travail ou juriste ou que sais-je. N'importe quel salarié pourra avoir accès à ces formations-là qui pourront, le jour venu, si besoin, s'en saisir pour défendre l'un ou l'autre de ses collègues. Est-ce que ce constat, François, tu le partages avec moi, à savoir que au-delà de la grande question du sens de sa profession, ce qu'on fait dans l'entreprise, qu'on travaille trop, pas assez, mal, on est harcelé ou pas, ce genre de choses, il y a la question de la solidarité entre
entre les salariés d'un même service. Et cette question, justement, comme je disais, de la preuve du témoignage qui est souvent difficile à obtenir parce que les gens ont peur. Alors effectivement, il y a deux choses. Il y a une absence souvent de culture de prévention partagée sur le sujet dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand on parle de discrimination, quand on parle d'agissement sexiste, par exemple, dont on parle beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, on définit mal souvent ce que c'est par manque de sensibilisation ou de formation sur le sujet. Et le fait de méconnaître un sujet fait que certains comportements peuvent se mettre en place sans qu'on en perçoive la gravité ou l'incidence potentielle sur la santé. Il y a des métiers, par exemple, qui vont être très masculins ou voilà, je pense à un métier très masculin. Bon, on est là pour donner des exemples. Alors, je vais vous donner un exemple. Je suis intervenu dans une entreprise où c'est de développeurs informatiques et il y avait que des hommes. Et ils avaient pris l'habitude de s'appeler, excusez-moi, hein, voilà, ils s'appelaient Macouille. Tous s'appelaient Macouille. Donc, c'était que des hommes et c'était la façon de se parler. La question qui se pose, c'est si une femme intègre ce groupe, comment est-ce que elle va percevoir finalement cette situation? Est-ce que le groupe va savoir s'adapter? Est-ce que finalement on va changer les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on va s'appeler par des noms qui sont plus professionnels que cela? Comment doit réagir le manager? Et tout ça, en fait, tous ces sujets-là, ils peuvent être abordés dans les questions de formation. Ça part pas d'une mauvaise intention au départ. En revanche, on peut percevoir que c'est un espace professionnel qui peut être propice à un moment à la mise à l'écart ou une discrimination du fait de son sexe. Et donc, du coup, on peut être dans quelque chose de discriminatoire à un moment. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense qu'en fait, ça rejoint le fait il y a quelques années, on a décidé de mettre en place des référents harcèlement sexuel. Je parle spécifiquement de ce sujet-là parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement méconnu dans les entreprises et qui prend une ampleur du fait des mouvements, des hashtags MeToo, il y a vraiment une dénonciation de nombreux faits de harcèlement sexuel dans les entreprises et pas que d'ailleurs, dans la société en général. Et donc, du coup, le fait de sensibiliser sur ces questions-là, c'est un point qui est extrêmement important pour éviter de se retrouver dans des situations qui pourraient être délétères pour la santé des professionnels. Et alors la deuxième chose, et ce constat effectivement que j'ai pu rencontrer dans de nombreuses situations, c'est que lorsqu'il y a litige entre un employeur ou un employeur, en tout cas, quand il y a un litige dans l'entreprise, une situation de harcèlement, quelque chose où un salarié cherche des témoignages de la part de ses collègues, effectivement, le rôle du collectif, la place du collectif, parfois n'est pas aidante pour le salarié parce qu'il ne veut pas prendre parti, parce qu'il n'a pas été témoin direct. Hein. Ce n'est pas des choses qui sont simples et évidentes et au vu et au su de tous la plupart du temps, ou parce que soi-même on peut avoir participé au système. Il y a beaucoup d'explications, mais qui font, en psychologie sociale, il y en a des tas, mais il y a beaucoup d'explications qui font que effectivement, cette recherche de preuves, de témoignages, elle n'est pas forcément évidente à obtenir dans l'entreprise. Encore une fois, certainement, en partie en tout cas, par la méconnaissance du sujet, qui fait que c'est beaucoup plus facile d'appréhender un sujet si on se réfère à une même définition, notamment sur la question du harcèlement moral, là pour le coup. Si on sait mieux de quoi on parle, on aura plus de facilité à le traiter aussi en collectif et à le prévenir du coup. Merci beaucoup, François. Oui, en effet, je pense que ta préconisation, elle est très bonne. Et vous, assistants sociaux, vous pouvez participer à ce mouvement-là. C'est qu'il faut, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et il faut bien nommer les choses. Pas simplement les nommer encore une fois dans le cadre de circulaires internes, etc., mais de savoir exactement de quoi on parle, type de service par type de service. Et j'étendrai un petit peu ton constat, François, en disant que, en fait, quand tu parles de la manière dont les gens ont de s'interpeller dans certaines structures, parfois dominantes masculines ou autres, il y a d'autres types aussi dérives, on va dire, dans des environnements exclusivement féminins. Eh bien, c'est ce qu'on appelle faussement d'ailleurs. Et je vous invite encore là aussi, vous assistants sociaux, à vous mettre en porte-à-faux avec ces évidences-là.
on ne peut pas parler, quand on parle de dignité de la personne, de culture d'entreprise. Il n'y a aucune culture d'entreprise qui tienne. Ça n'existe pas. Alors évidemment, quand on arrivera à un contentieux prud'homal, l'employeur mettra en lumière le contexte un peu particulier de tel ou tel type d'activité. Mais en droit, ça ne tient pas. À tel point que, je vais rebondir sur une réforme aussi récente, qui est la précision de la définition du harcèlement sexuel. Tu en parlais, François. La loi du 2 août 2021 harmonise la définition du harcèlement sexuel contenu dans le Code du travail avec celle du Code pénal. Ainsi, les propos, comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel. C'est très important ce que je vous dis, parce que jusqu'à maintenant, il y avait une différence entre la définition du Code du travail et du Code pénal, à savoir que des propos, comportements à connotation sexiste étaient des propos à connotation sexiste, point, dans le Code du travail, alors que dans le Code pénal, ils pouvaient être qualifiés de faits de harcèlement sexuel. Maintenant, il y a une harmonisation des codes. Et là aussi où c'est extrêmement intéressant, c'est que le Code du travail va même aller plus loin que le Code pénal. Et là, je vous fais un mini cours de droit de procédure pénale, c'est qu'en matière pénale, vous avez l'élément matériel, c'est-à-dire vous avez sorti une très grosse vulgarité avec à votre collègue, c'est un propos sexiste, c'est un propos vulgaire, vous l'avez mis mal à l'aise, etc. Ça, c'est la matérialité des faits. Et vous avez l'intentionnalité. Et la procédure pénale, le droit pénal, est soucieux de ces deux composantes, à savoir la matérialité des faits et l'intentionnalité. Et là où le Code du travail va plus loin maintenant, c'est qu'il précise dans sa définition du harcèlement sexuel, lorsqu'un même salarié subit de tels propos comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Lorsqu'un même salarié subit de tels propos comportements successivement, venant de plusieurs personnes, qui même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition, et là, on est dans la définition du harcèlement sexuel. Alors, je suis allée un petit peu vite, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces deux éléments-là, que vous retrouverez de toute façon dans l'onglet Mes documents? Ça veut dire que, à la différence de l'article 222-33 du Code pénal, le texte du Code de travail ne retient même pas l'exigence d'un élément intentionnel pour constituer le harcèlement. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que pour qualifier un harcèlement, on n'est pas obligé de prouver que la personne a voulu porter atteinte à votre dignité, à votre statut de femme, ou à votre statut de femme enceinte, ou parce que vous avez telle couleur de peau, ou parce que vous avez tel âge, etc. Pas du tout. Souvent, les gens qui viennent me voir pour des problèmes de harcèlement, elles se disent « Oh là là, comment je vais m'en sortir ?» Je reviens à ce que je disais en introduction, je n'ai pas assez de pièces, je n'ai pas assez d'éléments, etc. Et là où c'est très important, c'est le Code du travail. Il a élevé d'un cran la protection des salariés victimes de harcèlement sexuel, en mettant en avant le fait qu'on retient l'élément matériel, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que ce soit tout de même attesté, que les choses ont été dites, que les actes ont été faits. Mais par contre, l'élément intentionnel, contrairement à la procédure pénale, est écarté, à savoir que même si la personne dit « Oh, mais regarde, voilà, on s'appelle Magouille tout le temps dans le service, ok, t'es une femme, tu viens d'intégrer, mais bon, tu vois, c'est comme ça qu'on fait », eh bien, même sans volonté de faire mal à la personne ou d'atteindre à sa dignité, on reste dans le cadre du harcèlement sexuel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur l'exercice des fonctions des médecins du travail. Vous l'avez là aussi dans les documents. Vous avez un point qui est très important, c'est la cellule pluridisciplinaire de prévention à la désinsertion professionnelle. Ça, c'est important pour les gens que vous voyez partir un petit peu à volo. C'est une acception qui est un peu proche à celle du maintien en emploi, mais l'intérêt de cette cellule pluridisciplinaire de prévention de désinsertion professionnelle, c'est que ça va obliger encore plus l'entreprise, notamment dans le cas de l'invalidité, d'obliger l'entreprise à opérer un vrai
reclassement professionnel et pas à le faire de manière cosmétique. Parce que vous le savez bien, vous qui participez à ce webinaire, la grande problématique, c'est l'invalidité, c'est dire, ah, vous êtes invalide, vous avez un problème, et bon, écoutez, on va essayer de vous recaser ailleurs. Et en général, soit il n'y a pas de place, soit on propose à la personne un service qui est complètement inadapté, etc. À travers cette cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle, ça va renforcer l'obligation de l'employeur du reclassement. Il y a un point qui est très important, et ça que je veux aborder avec toi, François, c'est les visites médicales. Vous avez, lorsqu'on a abordé avec Farida Melouli lors du webinaire sur les assistants sociaux, connaissances, reconnaissance, métiers à risque, eh bien, certaines assistantes sociales disaient qu'elles n'avaient jamais vu un médecin du travail en 15 ans, ce qui est complètement inadmissible. Là, cette réforme de la santé au travail met en place une visite médicale de mi-carrière. Les travailleurs sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière, organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou à défaut durant l'année civile de leur 45e anniversaire. Cette visite a pour objectif, outre de faire un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié, de permettre une évaluation du risque de cette fameuse notion de désinsertion professionnelle, une sensibilisation du travailleur aux problématiques relatives au vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans quelque chose de cosmétique, on est dans une vraie obligation du législateur qui impose aux employeurs de faire une visite médicale de mi-carrière et pas une visite médicale tchic-tchac juste pour vérifier, mais une visite médicale qui a pour objet d'interroger le salarié sur ses conditions de travail et de le prévenir des éventuels risques. François, toi, de ton côté, quel est l'écho que tu reçois des salariés lorsqu'ils sont confrontés aux médecins du travail? Moi, je vois beaucoup encore de méfiance à l'égard du médecin du travail. Souvent, les salariés ne savent pas trop pourquoi ils vont voir le médecin du travail, qu'est-ce qu'ils peuvent lui demander, comment est-ce que ça se passe? Alors moi, j'ai œuvré pendant de très nombreuses années dans un service de santé au travail et je pense que le rôle des médecins du travail est largement méconnu et sous-estimé. Malheureusement, effectivement, on a des exemples de salariés qui n'ont jamais rencontré le médecin du travail. On voit qu'il y a un espacement des visites. Alors, il y a un vieillissement de la population des médecins du travail qui est évidente et donc avec des difficultés à recruter et donc à mettre en évidence l'intérêt du travail du médecin du travail. Le médecin du travail met en lien l'aptitude du professionnel et le poste de travail, son environnement de travail. Et c'est le seul qui peut faire ça. C'est-à-dire que un médecin généraliste ne pourra pas remplacer, et ça c'est assez illusoire, ne pourra pas remplacer un médecin du travail qui a la connaissance du milieu de travail. Il n'y a aucun de vos médecins généralistes qui va un jour se déplacer dans vos entreprises pour savoir si votre poste il est adapté ou pas à votre état de santé. Le médecin du travail est le seul corps médical qui va être dans la capacité d'évaluer votre état de santé par rapport à la situation de travail, enfin de vous et puis de vos salariés. Je pense que cette visite de mi-carrière, elle est effectivement très intéressante. D'ailleurs, j'ai travaillé avec certaines assistantes sociales qui prônaient le fait que ça soit pas une visite médicale de mi-carrière, mais médico-sociale de mi-carrière, c'est-à-dire aussi de s'interroger à ce moment-là avec l'assistante sociale dans cet entretien de mi-carrière pour pouvoir donner de l'information, mais effectivement être déjà dans la prévention de la désinsertion professionnelle, parce qu'on sait que certains métiers sont tellement fatigants physiquement ou psychiquement, mais surtout physiquement, on va dire pour la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est quand même plutôt le sujet, qu'il serait intéressant et qu'il serait même nécessaire d'avoir aussi un regard social sur le sujet. Donc voilà, je réponds peut-être un petit peu à côté de la question. Vraiment, le médecin du travail, pivot de la prévention de la santé au travail, avec bien sûr son équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tout seul, c'est compliqué, vu qu'ils sont très très peu nombreux. Les médecins du travail sont souvent entourés d'équipes pluridisciplinaires, ce qu'on appelle les IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels, des ergonomes, des psychologues, des techniciens HSE, des techniciens chimistes spécialisés dans certains risques. Et puis à côté, parce qu'ils ne font pas partie de l'équipe pluridisciplinaire, mais très proches du médecin du travail, les assistantes sociales, bien entendu.
Merci François, merci beaucoup. Donc effectivement, si je prends la substance de ce que tu viens de dire, il faut que le médecin du travail est vraiment mis au cœur de cette réforme. Il ne faut pas hésiter à solliciter le médecin du travail. Le médecin du travail est là pour répondre aux problématiques des salariés, mais comme le dit François, il va pas vous prendre par la main, il va pas venir à votre poste de travail, il va pas venir parler avec votre N+1, N+2, il sera là pour constater l'état dans lequel vous êtes. Donc, vous, assistants sociaux, je vous invite vraiment à faire une sorte de travail pédagogique, didactique vers les salariés ou les agents que vous rencontrez pour leur expliquer le rôle du médecin du travail et que vous avez explicité dans l'un des documents que vous pouvez télécharger parce que le rôle du médecin du travail est vraiment au cœur de cette réforme. Alors, là, je vous ai donné les points les plus importants qui concernent la réforme de la santé au travail. Maintenant, j'aimerais aborder très, très rapidement l'histoire de la question du pass sanitaire et de l'obligation de vaccination. Très important de faire le distinguo et de pas crier au scandale, parce que là, encore une fois, c'est vraiment une question de définition. Il faut distinguer entre l'obligation de justifier d'un pass sanitaire et l'obligation de vaccination. L'obligation de vaccination, c'est véritablement c'est une obligation à la charge du personnel médical, évidemment des médecins, même des médecins traitants, etc., qui savent très bien ce qu'ils encourent. Alors effectivement, là, je vous pose pas du tout, un positionnement subjectif, parce que déjà, j'ai pas à vous le donner et que de toute façon, c'est pas là le sujet. Mais il n'y a pas à arbitrer entre pro-vax, anti-vax. Qu'est-ce qui fait que des personnes seraient légitimes à refuser la vaccination? Il est certain que, eu égard à l'emploi de certaines personnes, notamment, je pense à des infirmières qui m'ont contacté, plus rarement des médecins, mais ça existe aussi, qui refusent la vaccination, eh bien malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'ils en assument les conséquences. Ils ne peuvent plus travailler. Voilà, ils sont suspendus, plus rarement licenciés, mais en tout cas, ils sont suspendus pour un temps indéterminé, le temps que la crise sanitaire durera. Par contre, ce qui est possible de faire dans la plupart des métiers, hors des métiers véritablement à risque, vous êtes en contact avec des malades, tous les métiers du médical et du paramédical, eh bien, c'est justifier d'un pass sanitaire. Et le pass sanitaire, c'est pas le vaccin obligatoirement, c'est aussi faire des tests PCR. Donc, les personnes qui refusent de se faire vacciner, ils peuvent faire des tests PCR très régulièrement. Ça rentrera dans leur sorte de passeport vaccinal. Ils pourront s'en justifier aujourd'hui puisque tout marche avec des QR codes. Donc, c'est beaucoup moins lourd et difficile pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, attention, et je vous le dis, pour vous, assistants sociaux, si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre bureau et qui dit « oui, c'est inadmissible, l'employeur m'a dit qu'il fallait que je me fasse vacciner, etc. », il faut bien remettre les choses à leur place. Il y a le pass sanitaire et il y a l'obligation de vaccination. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'obligation de vaccination du tout. Il y a une grande incitation, mais ce n'est pas une obligation. Et l'employeur ne peut pas vous obliger à vous vacciner, sauf dans certaines professions spécifiques. Par contre, le pass sanitaire, vous devez l'avoir. Et le pass sanitaire, c'est soit le vaccin, soit des tests PCR faits régulièrement. Maintenant, je voulais passer à la troisième question, qui est celle du télétravail. Ça, c'est très important. Le télétravail, qui n'est pas une obligation, qui est une recommandation. Et là aussi, alors, il y a des accords de branche. En général, il est assez difficile d'obliger l'employeur à vous accorder du télétravail ou pas. En général, c'est soit ça se fait à échelle d'un service assez important, soit ça se fait dans des accords de branche, soit c'est intégré dans la convention collective de l'employeur. Mais il faut savoir que le télétravail n'est pas une obligation, juste une recommandation. Alors, vous pouvez demander à travailler sur site. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui n'en peuvent plus de travailler à la maison, qui veulent revenir sur site, si et seulement si le contexte sanitaire le permet, bien évidemment. Et à l'inverse, j'ai de plus en plus de gens qui veulent prendre la poudre d'escampette, travailler à la campagne, dans leur résidence secondaire ou autre, et veulent du télétravail à 100%. Et là aussi, ils ne peuvent pas l'imposer. Alors effectivement, là aussi, dans le cadre du télétravail, vous avez le premier axe qui est de qu'est-ce que je peux demander ou pas à l'employeur. Je veux plus de télétravail, je veux moins de télétravail, etc. Sachez que d'un point de vue légal, il est toujours possible, en dehors des accords de branche, d'aller voir votre N+1 et de dire « j'aimerais un peu plus de travail, un peu moins de télétravail, etc. » Et votre employeur doit tenir compte
de votre contexte aussi d'ordre personnel. Vous pouvez le mettre en avant. Si par exemple, vous vivez avec un parent âgé, vous êtes aidant familial chez vous, eh bien, vous pouvez expliquer que pour telle ou telle raison, c'est plus facile pour vous d'être en télétravail plus régulièrement. Si vous avez un enfant porteur de handicap, si vous êtes famille monoparentale, l'entreprise peut prendre en compte les spécificités afférentes à la vie personnelle du salarié pour obtenir un élargissement du télétravail ou à l'inverse, un rétrécissement du télétravail et un retour sur site. Là où il y a une question intermédiaire, et là vous avez dans l'onglet les documents tout un document sur le droit à la déconnexion. Alors, le droit à la déconnexion, il est tout à fait légalement encadré. Vous n'avez pas à faire une poursuite avec vos autres collègues pour montrer que vous êtes connecté jusqu'à 22h ou 23h. Ça, c'est très important. Mais il y a une difficulté là-dedans et je serais très curieuse de t'entendre sur ce sujet-là, François, à savoir que bien évidemment, on parle du droit à la déconnexion. Donc ça, c'est intégré. Vous n'avez pas à accepter, et je pense que ça, c'est rentré, c'est tellement intégré dans le code du travail que vous n'avez pas à accepter de travailler à des heures indues, sauf là encore, si vous êtes cadre, si c'est dans votre fiche de poste et que vous pouvez dépasser ça. Mais de manière générale, le code du travail est assez strict et quelle que soit votre position dans l'organigramme, vous ne devez pas travailler, que ce soit pendant le week-end, les jours fériés, les vacances que vous avez prises, et à des heures tout à fait indues. Mais ça, c'est la posture de la loi, le droit à la déconnexion. Par contre, il y a quelque chose parfois de plus difficile, c'est que les salariés eux-mêmes restent connectés tout le temps. Et ce phénomène-là, est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler, François? Le fait qu'aujourd'hui, au bénéfice ou pas, je ne sais pas si on peut dire, on peut aborder des choses comme ça, mais de l'amplitude du télétravail dans nos vies, hein, ces webinaires en attestent, pardon. À quel point toi tu constates en tant que psychologue du travail cette question de l'hyperconnexion ou du souhait de la déconnexion? Comment est-ce que c'est vécu par les salariés que tu rencontres? Alors, il y a quelque chose qui est évident, c'est qu'on est hyper connecté et pas que au travail. Ça, c'est un point qui est assez important, c'est que les outils digitaux, informatiques, le smartphone, hein, tout simplement, créent une addiction et une difficulté à se déconnecter de manière générale. C'est pour ça que maintenant, il y a des cures de déconnexion. Donc, on pose son téléphone, on part à la campagne et on le récupère quand on revient. Donc, bon, déjà dans la société normale, bon, au niveau du travail, hein, on a eu quand même un grand bouleversement hein, sur la question du télétravail, la mise en place du télétravail massif et le développement très important des réunions à distance et des outils de visio qui a créé souvent, alors ce qu'on a entendu, c'est des tunnels de réunion, des couloirs alors au début c'était des couloirs de réunion en visio et puis ensuite des tunnels de réunion en visio. En tout cas, tous les événements de rencontres, d'échanges, de partage ont été transformés en réunions en visio. Là où avant vous alliez boire vous alliez boire un café avec votre collègue. Là où avant vous alliez passer un petit coup de fil pour échanger avec votre manager, tout a été transformé en réunion en visio. Parce que en fait chacun, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient déjà équipé, mais chacun a découvert un outil, a trouvé ça comme moyen de se voir, de partager, d'échanger. D'ailleurs, souvenez-vous des premières périodes de confinement où on avait les apéros Skype, où on voyait sa famille, ses amis en visio, et puis ensuite il y a eu une espèce d'overdose. Alors ça répond pas tout à fait à la question, parce que la question de l'hyperconnexion, elle est extrêmement importante. On a finalement appliqué les mêmes règles de contrôle de l'activité au bureau, en tout cas on a essayé, et en présentiel. Et en fait, les premiers à s'être mis des règles de connexion très importantes, ce sont les salariés eux-mêmes. Alors là, moi j'ai plein d'exemples, mais entre autres un jeune collaborateur embauché pendant le premier confinement, donc que en distanciel, qui envoyait des mails toutes les heures à son manager pour lui dire ce qu'il avait fait dans l'heure.
Et le manager disait, mais moi, je lui ai rien demandé, absolument rien demandé. Et en même temps, pour justifier de l'activité, pour montrer qu'on est au travail, pour montrer qu'on est motivé par son travail, quand l'enjeu, c'est peut-être de voir sa période d'essai ou prolongée ou arrêtée parce que on est en pleine crise sanitaire, il y a un enjeu à montrer sa présence par une connexion assez importante. Il y a une connexion aussi des managers eux-mêmes, parce que les managers accompagnés vont vous dire, moi je culpabilise le vendredi soir, je culpabilise de me déconnecter à 18h30 ou 19h parce que je sais que j'ai des collaborateurs qui sont toujours connectés. Donc là, il y avait la course, non pas à en faire plus que l'autre, mais en tout cas à ne surtout pas en faire moins que les équipes. En sachant qu'il faut quand même le remettre dans un contexte très particulier, où souvent on dit que la connexion, enfin l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et le télétravail, et donc du coup le travail à domicile, permettait de mieux équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. Il n'y avait plus forcément de vie privée, j'allais dire, en tout cas de possibilité d'aller à l'extérieur à son cours de sport, avoir des relations sociales, etc., etc. Et donc du coup cette connexion finalement au travail, elle s'est amplifiée. Là où il y a un phénomène qui est extrêmement important et voire dangereux, c'est que dans ces journées de télétravail, et plus il y en a et plus on s'y habitue, la plupart du temps, la déconnexion ne se faisait surtout pas sur les pauses déjeuner. C'est-à-dire travailler devant son ordinateur, continuer à déjeuner au même endroit à travailler là au même endroit que là on déjeune, c'est un risque majeur, c'est-à-dire qu'il y a une connexion qui peut s'étaler de tôt le matin jusqu'à tard le soir sans cette coupure déjeuner. Souvent le début de journée, on sait à peu près quand on commence à travailler. Il y a plein de collaborateurs qui n'ont pas su forcément se déconnecter ou qui n'ont pas pu, tout simplement. Et surtout pendant ces temps de pause déjeuner. Il y a quelques années, quand il y avait moins de télétravail, moi j'incitais les entreprises à réfléchir en termes de droit à la déconnexion, déjà sur les temps de congé. Est-ce que je peux me déconnecter pendant mes congés? Ensuite, est-ce que je peux me déconnecter le week-end? Ensuite, est-ce que je peux me déconnecter le soir? Et ça, voilà, si on arrive à travailler comme ça, du macro vers le micro, mais déjà, si on a la possibilité de ne pas être obligé de lire ses mails pendant ses congés, parce que sinon on va passer à côté du contrat du siècle. Moi, j'ai entendu ça, des commerciaux qui disaient mais imaginez que je passe à côté du contrat du siècle. Bon, s'il arrive en plein mois d'août, le contrat du siècle, c'est vraiment pas de chance, effectivement. D'autres personnes qui vont vous dire que l'organisation du travail, donc il n'y a pas de système de backup, donc personne ne peut faire le travail à ma place. Si personne ne peut le faire, il faut mieux que je le fasse. Et puis le gros souci majeur et qui favorise l'hyperconnexion, c'est la surutilisation de l'outil mail. C'est-à-dire que si je ne traite pas mes mails pendant mes congés, depuis la plage ou depuis la piscine si on préfère, ou depuis les pistes de ski, je vais avoir 1200 mails à traiter à mon retour. Et si j'ai 1200 mails, ça va me prendre 2 jours de traitement à mon retour de vacances et je suis pas prêt à accepter ça. Donc finalement, il y a une régulation finalement de ce temps de travail sans qu'on y oblige, bien sûr, voire même si l'entreprise déconseille fortement ou dit à son collaborateur de respecter ce droit, de respecter ce droit à la déconnexion. Finalement, c'est quelles sont les conditions qui sont mises en place pour pouvoir vraiment le réaliser. Merci beaucoup François. Alors la difficulté, et je vais tout de suite répondre aux questions de Claire et de Jean-Marc, et si vous voulez, voilà, on termine dans 5 petites minutes sur l'allongement du congé paternité, qui est une réforme aussi très importante, impactante, on va dire, au niveau de la vision de la maternité en entreprise, en tout cas l'arrivée d'un enfant dans un parcours professionnel. Mais pour terminer sur le droit à la déconnexion, effectivement, comme tu disais très justement François, l'employeur, lui, et je le répète, est obligé, dans le cadre d'un accord d'entreprise avec les salariés, de fixer les modalités de ce droit à la déconnexion en accord, pas avec une loi récente qui daterait de la période de contexte sanitaire et télétravail, mais c'est une loi travail du 8 août 2016
qui a posé la question du droit à la déconnexion. Donc ça aussi, je voulais insister sur ce point de droit important, c'est que ce n'est pas une loi nouvelle, c'est quelque chose qui date d'il y a 5 ans. Le droit à la déconnexion, juridiquement, c'est quoi? C'est assurer, comme le disait François, le respect des temps de repos et de congés, garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, et protéger la santé des salariés. Donc, si je prends l'exemple qu'a donné François à contrario, c'est-à-dire de quelqu'un dont le N+1 a dit ne travaille pas pendant les vacances, ne reste pas connecté pendant les vacances. Si cette personne reste connectée et répond à son mail, c'est sa responsabilité personnelle. Si tant est que l'employeur a bien respecté toutes ses obligations en amont et en a informé ses salariés. Donc attention. Et là, je vous donne un highlight très très important aux assistants sociaux. Souvent, quand les personnes viennent me voir pour des contentieux en matière de droit du travail, il faut trier le bon grain de livret. Il y a des choses qui sont claires, d'autres qui sont moins. C'est souvent, tout ça est un petit peu gris, en tout cas dans la vision des choses. Et entre la faute avérée de l'employeur et la manière dont le salarié a eu d'envisager son travail, il y a parfois une sorte de flou comme ça. Donc typiquement, pour une question de ce type-là, de la déconnexion, mon employeur m'a donné trop de missions, trop de dossiers, m'a poussé en quelque sorte à être connecté tout le temps, eh bien, il faut que l'employeur l'ait marqué en bonne et due forme, il faut qu'il y ait des échanges de mails à 20h ou pendant les vacances. S'il n'y a pas ça, et j'ai eu le cas d'une dame qui, elle, s'est cramé son travail au sens propre et figuré, alors que son employeur ne cessait de lui dire « Madame X, travaillez moins, vous n'êtes pas obligée, nous allons trouver des solutions, etc. » Et elle a voulu absolument aller au prud'homme, et bien évidemment, l'avocat de l'employeur a mis en avant le fait que l'employeur avait rempli toutes ses obligations et avait fait œuvre largement de prévention à l'égard de cette dame, et que cette dame était une employée extrêmement loyale, plus que loyale, trop loyale, et qu'on ne pouvait pas imputer à l'entreprise le fait que cette dame en avait fait trop, notamment elle avait été trop connectée dans le cadre de son travail. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Quelles sont les modalités pratiques de la déconnexion? C'est que l'employeur doit donner des consignes pour ne pas répondre aux mails ou aux appels sur son téléphone portable, des dispositifs de mise en veille des serveurs automatiques où on ne peut plus accéder à sa messagerie ou contacter les clients, activation des messageries d'absence et de réorientation, détermination d'horaires fixes pour les salariés en télétravail, signature automatique indiquant le caractère non impératif d'une réponse immédiate. Donc là aussi, l'employeur doit se saisir, et je te laisse tout de suite la parole, de cette vision faussée que peuvent avoir les salariés, de savoir cette vision de l'immédiateté des mails. Et nous aussi, on le voit aussi en tant qu'avocat. Souvent, les clients nous appellent, ils veulent des réponses très, très, très rapides. Et c'est vrai qu'à l'heure des mails, des messages WhatsApp, des groupes WhatsApp et que sais-je, eh bien, on a l'impression que si on répond pas tout de suite, on a manqué à ses obligations. Je t'écoute, François. Juste un tout petit aparté. Cette question de la signature pour dire que le mail, que ce mail n'attend pas de réponse s'il est délivré pendant les temps de congé. Souvent, cette petite ligne, elle est tout en bas du mail. Moi, je recommande fortement de la mettre tout en haut du mail. C'est-à-dire que quand on a lu tout le mail, toute la problématique qui nous est exposée et tout ce qu'on va avoir à traiter à notre retour de congé, finalement, on nous dit c'est pas obligé de s'en occuper maintenant. Donc, vraiment le remonter au maximum pour que ce soit indiqué que pendant ces temps de congé, on est en récupération et que c'est nécessaire pour la santé physique et psychologique. Très bien. Merci pour cette recommandation pratique, mais faire apparaître ces éléments-là, cet élément-là de la déconnexion en haut du mail et pas dans une petite ligne à la fin. Donc Claire, vous me posez la question, l'employeur peut-il ou doit-il prendre en compte la situation du salarié pour la mise en place du télétravail? Il doit la prendre en considération autant que faire se peut. Comme vous l'aurez compris, ce qui va primer en la matière, c'est les accords de branche, les accords employeur-salarié. Mais effectivement, dans l'idée du fonctionnement du service, parce que l'idée du bon fonctionnement du service est une notion qu'on retrouve beaucoup dans la jurisprudence prud'homale, et c'est une des obligations de l'employeur, de faire en sorte que le service tourne bien. Si une personne au sein du service a une fonction particulière et que sans elle, ça ne peut pas marcher, plutôt qu'elle se mette en arrêt maladie, au moins l'intérêt de l'employeur, c'est de prendre en compte, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service, ses spécificités d'ordre personnel et d'adapter
autant que faire se peut, je mets beaucoup de guillemets, ses problématiques personnelles à son contexte professionnel. Mais il va falloir mettre en place à la fois l'intérêt du salarié, mais ce qui va le plus compter pour l'employeur et ce qu'il va mettre en avant face aux revendications du salarié, c'est l'intérêt du bon fonctionnement du service. Si la demande de télétravail va dans le sens toujours du bon fonctionnement du service, normalement, l'employeur ne peut pas s'y opposer. Mais c'est un équilibre délicat, clair. Et si vous devez aider, encore plus que l'objectif de ces webinaires, c'est de vous aider, vous, assistants sociaux, à orienter au mieux les personnes sur ces questions-là, sur ces questions éminemment importantes, pratiques, c'est de faire en sorte quand ces revendications émergeront, eh bien, de les justifier le plus possible. Pas simplement dire, oh, vous vous rendez compte, j'ai un enfant malade, j'ai un parent âgé. Dire, ok, j'ai un enfant malade, j'ai un parent âgé dont je dois m'occuper plus régulièrement dans ce contexte de crise sanitaire où les enfants ne sont pas à l'école. Mais sachez qu'en contrepartie, moi, je ferai en sorte d'avoir des plages horaires adaptées et d'assurer le bon fonctionnement du service. Donc, il ne faut pas simplement être dans la revendication du salarié, j'ai besoin, mais aussi rassurer l'employeur sur le bon fonctionnement du service. François, tu voulais dire quelque chose? Pas du tout, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, pardon. D'accord, ok, voilà. Et en tout cas, voilà, tu es d'accord avec moi sur ce positionnement-là, c'est qu'un salarié, pour faire valoir ses droits, il doit non seulement revendiquer sa posture et y amener le plus de contours possible, mais aussi mettre en lumière que l'intérêt de l'employeur ne sera pas lésé. Oui, tout à fait. Ben, ça fait partie en fait un peu des engagements qui vont un petit peu plus loin que le contrat de travail, qui oblige le salarié à réaliser les missions pour son employeur. Donc, on va un petit peu plus loin. Il y a quelque chose qui est important à mon avis sur le télétravail, c'est que finalement, comme ce télétravail massif, il a été quand même recommandé par le gouvernement et par le ministère du Travail, et donc il a été imposé aux entreprises. Là, aujourd'hui, les entreprises ont la main pour réfléchir avec leurs salariés sur comment est-ce qu'on organise le télétravail par la suite. Et donc, les accords sur le télétravail, c'est effectivement des négociations et quasiment du cas par cas dans certaines situations ou petites entreprises pour que finalement l'activité qui est réalisée en télétravail puisse se faire du mieux possible sur la partie télétravail et du mieux possible quand on est dans une activité de bureau. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais le télétravail, il est souvent pensé en termes de jours et pas forcément d'activité. Et alors que c'est extrêmement important justement de dire certaines activités dans l'entreprise nécessitent une concentration très importante, nécessitent du temps de rédaction par exemple, et cette activité elle peut être très bien faite en télétravail. Donc pour certains collaborateurs, peut-être que 3 jours, 4 jours de télétravail, ça serait super pour leur activité. Et puis pour d'autres, finalement, le temps va être beaucoup moins important parce qu'on va être beaucoup plus dans le relationnel, dans l'échange, dans les réunions d'équipe, etc., qui vont nécessiter beaucoup moins de temps en termes de réalisation de l'activité. Donc, il faut bien le réfléchir avec ce regard-là, pas simplement me semble-t-il, mais pas simplement les critères de choix subjectifs du collaborateur qui pourrait dire moi j'aimerais bien plus de télétravail ou j'aimerais bien moins de télétravail, mais aussi au regard de l'activité qu'il réalise. Merci beaucoup pour ce complément, François. Alors, pour répondre à la question de Jean-Marc, et on terminera sur l'allongement du congé paternité, peut-on sanctionner un salarié en télétravail qui serait au centre commercial sur ses horaires supposés télétravail? Oui, Jean-Marc, on peut sanctionner. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que les règles de sécurité au travail valent aussi en matière de télétravail. À savoir que typiquement, un salarié, moi j'ai eu le cas de jeunes salariés qui ont profité que pour les moins de 26 ans, on a des billets pas chers en Europe. Ils sont partis faire du télétravail toute la semaine à Lisbonne, à Vienne, à Budapest, à Copenhague, etc. Eh bien, ils n'en avaient pas informé l'employeur, ils ont été sanctionnés. Pourquoi? Parce que même en matière de télétravail, l'employeur est comptable de son obligation de sécurité de résultats, de sécurité physique et psychique. Alors psychique, bon, en matière de télétravail, sauf à être pressurisé, comme on l'a dit, dans le cas d'une hyperconnexion, l'employeur sera responsable et sera d'une faute grave ou d'une faute simple à grave. Mais dans le cas où c'est le salarié qui prendrait, je dirais, pour rebondir sur votre question, Jean-Marc, des libertés. Alors là, vous me parlez de centre commercial, mais j'étends votre question à un autre lieu de travail. Eh bien, le salarié doit absolument informer du lieu
au sein duquel il télétravaille. C'est très, très important. Et normalement, il doit télétravailler chez lui. Voilà. Parce que si, imaginez tout simplement qu'il est à l'étranger et qu'il a un accident de travail, s'il est en télétravail, il est dans son temps de travail. S'il a un accident à l'étranger, eh ben, il a un accident dans le cadre de son travail. Alors là, ce sera un petit peu litigieux avec l'entreprise qui dira, mais je n'étais pas au courant que cette personne faisait du télétravail à l'étranger, etc. Et donc, effectivement, pour ne pas faire émerger ce type de contentieux très préjudiciable pour le salarié, je vous invite, vous, assistants sociaux, à dire aux personnes que vous rencontrez de communiquer à l'employeur les lieux. Alors, ça peut être 2, 3 lieux, ça peut être sa résidence principale, sa résidence secondaire, ça peut être un espace de coworking à côté de chez soi, mais ça ne peut pas être dans un contexte complètement ouvert comme un centre commercial où vous pouvez vous faire bousculer, tomber, ou à l'étranger où vous n'êtes pas couvert par les assurances responsabilité civile ou même par la loi du pays. Donc tout ça, il faut vraiment en informer l'employeur parce que sinon, c'est le salarié lui-même qui se trouvera dans une situation très, très inconfortable. Déjà sur le plan, je dirais tout simplement de la loyauté, parce qu'il doit en informer tout simplement l'employeur, mais aussi en termes de sécurité physique, s'il lui arrive quoi que ce soit dans ce contexte de télétravail sur lequel il n'aura pas informé l'employeur. Je terminerai parce qu'il est déjà 15h15 et vous êtes encore quasiment 60 à nous suivre. Donc, je vous remercie beaucoup. Sur l'allongement du congé paternité d'accueil de l'enfant, l'idée, c'est de permettre aux parents de s'investir à deux auprès de leur enfant à la naissance. C'est une modification de la loi depuis le 1er juillet 2021. La durée du congé de paternité d'accueil de l'enfant est portée à 28 jours contre 14 jours auparavant. L'idée, c'est de participer. Alors, on a beaucoup entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, vos assistants sociaux. Voilà, je dis au revoir Katia, à bientôt, qui ont entendu notamment Boris Cyrulnik sur ces sujets-là extrêmement intéressants, sur le fait que les premiers 1000 jours de l'enfant sont très, très importants et que le lien qui va se créer avec chacun des parents est très, très important. Le lien de l'attachement durable. Ça permet aussi, au-delà du lien père-enfant, d'apporter un soutien à la mère, en plus de garantir la protection de sa santé et celle de l'enfant, puisqu'on sait que ces premiers jours sont particulièrement sensibles. Les mères, beaucoup de mères font des baby blues, ce qu'on appelle le baby blues postpartum, des dépressions postpartum, et peuvent être particulièrement vulnérables. Et c'est des choses qui peuvent après se perpétuer, d'ailleurs, à la fin d'un congé maternité, lorsqu'elles reviennent dans le contexte de travail. Donc ça, c'est une mesure qui est extrêmement importante. Et là aussi, François, je t'interroge, pourquoi est-ce que les hommes ont du mal à se saisir de cet apport très intéressant quand même de la loi qui élargit à 14 jours de plus leurs droits? Pourquoi il y a encore aujourd'hui, en 2021, cette difficulté, notamment pour des hommes, à dire « Ah bah là, je prends mes 28 jours au titre de mon congé paternité ». Comment tu expliques cette réticence? J'y ai été peu confronté, voire pas confronté dans mon activité professionnelle. Bon, alors j'ai une toute petite analyse, c'est que les 28 premiers jours d'un enfant, c'est pas forcément évident et que parfois on est mieux au bureau qu'avec l'enfant. Ça, c'est un point qu'il faut admettre. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on se repose plus au bureau que quand on est en train de garder un nourrisson. Bon, ça n'engage que moi, hein, bien entendu. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un regard nouveau sur le père, sur les nouveaux pères au travail, et donc du fait que toute la partie éducation doit être reléguée, doit être elle qui doit gérer ce sujet. Et donc pour les nouvelles générations, et donc qui commencent à bénéficier de ce congé, bah, c'est les premières victimes de ça. C'est pourquoi c'est pas ta femme, elle est bien au bureau, elle est bien au bureau, pardon, elle est bien à la maison, c'est plutôt à elle de le faire. Enfin, en fait, c'est un changement de perception de la société qui doit évoluer, pas simplement des entreprises, mais une perception de la société en général.
sur la place du père dans les premiers jours de l'enfant, me semble-t-il. L'entreprise peut mettre en place ce dispositif, va pas forcément l'accepter parce que la société le reconnaît pas encore comme tel. Me semble-t-il, hein. Encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. Je partage ton point de vue et je pense que vous, assistants sociaux, pour ouvrir des perspectives, voilà, pour ouvrir des perspectives sur ces grandes réformes du droit du travail en 2021, vous avez véritablement un rôle à jouer, un rôle, je dirais, de transmission des connaissances, un rôle didactique pour rassurer les gens, que vous receviez, alors prenons cet exemple de l'allongement du congé paternité, que vous receviez des mères qui vont aller en congé maternité ou même des pères, dites-leur qu'ils se saisissent de cette évolution de la loi qui est très, très, très importante. Il n'y a pas de réticence à avoir. Les femmes doivent dire à leurs époux, conjoints, de prendre ce congé paternité, et les hommes, quelles que soient les raisons qui leur appartiennent, doivent aussi s'en saisir pour être auprès de leur épouse, de leur femme, de leur conjointe, dans ces premiers jours de l'enfant. C'est très important parce que là aussi, vous voyez, à travers cette ouverture de la loi en termes de jours concernant le congé paternité, on touche là encore à l'écart qu'on a mis en lumière tout au long de ce webinaire, à savoir les évolutions de la loi, mais la réalité du terrain. Donc, nous, avocats, psychologues du travail, on est là en quelque sorte pour porter la voix du législateur, c'est-à-dire transmettre à nos patients, à nos clients, aux salariés qu'on reçoit les évolutions qui leur sont bénéfiques, les évolutions de la loi qui sont protecteurs pour eux sur le plan à la fois professionnel et aussi personnel. On le voit avec l'allongement du congé paternité, qui sont bénéfiques non seulement à la personne, au père concerné, mais aussi à la mère et évidemment à l'enfant. Et donc, ça me semble très important que nous, professionnels, on se saisisse de ces évolutions législatives pour les porter auprès des personnes que nous rencontrons. Et vous, assistants sociaux, vous avez un rôle particulièrement prégnant, puisque souvent, vous êtes le premier professionnel que la personne va rencontrer pour poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, est-ce que je dois partir ou pas de mon entreprise, pourquoi le contexte de ma santé n'est pas pris, comment ça va se passer, mon licenciement pour invalidité, le problème de discrimination, comment ça se passe ou pas au sein de l'entreprise. Alors, je vous termine sur un tout petit point, parce qu'on n'a pas du tout eu le temps de l'évoquer. C'est l'évolution du point des discriminations dans l'entreprise. Sachez qu'on a parlé de la problématique de preuve et je terminerai en ouvrant sur cette vision très pratique du droit. Alors les discriminations, vous savez, il y a 22 motifs, critères de discrimination: l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap, le lieu de résidence, le patronyme, l'apparence physique, la perte d'autonomie, même la domiciliation bancaire, la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, etc., les activités syndicales, l'apparence physique, bon, tout ça. Donc l'identité, le genre. Donc vous connaissez toutes ces notions-là. Mais sachez qu'il y a quelque chose de très intéressant, puisqu'on parle de la difficulté de la preuve. Et là aussi, François, je serais curieuse de t'entendre, savoir si tu assistes à ce type de pratique. C'est le testing. On a parlé donc la difficulté d'amener le maximum de pièces pour faire valoir son préjudice. Eh bien, sachez qu'un arrêt rendu très récemment, le 22 septembre 2021, par la Cour de cassation, met en avant un mécanisme de preuve spécifique qui est la pratique du testing. C'est-à-dire que si on se prévaut d'une discrimination, eh bien, on peut tout à fait faire en sorte qu'un de ses collègues ou quelqu'un d'autre, quelqu'un d'externe, mette en avant, je dirais, la discrimination subie en se faisant quelque chose là, vous savez, comme les problèmes quand on se fait recaler devant l'entrée d'une boîte de nuit parce qu'on a telle couleur de peau, parce qu'on n'est pas assez bien habillé, ce genre de choses. Cette pratique du testing, eh bien, sachez qu'elle a infusé dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle est légale. C'est un système de preuve qu'on peut mettre en avant. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ça permet de dépasser le parole contre parole, notamment en matière de harcèlement. Et typiquement, j'ai eu le cas comme ça d'une dame qui est venue me voir pour un harcèlement verbal très, très, très important. Et ben, elle a fait toute une sorte de mise en scène avec une de ses collègues qui a eu le courage de se prêter à l'exercice. Et en fait, elle s'est mise dans une situation similaire à celle de sa collègue harcelée, pour voir si
son N+1 réagissait de la même manière à son égard. Il a réagi de la même manière, ce qui a permis d'apporter un élément de preuve. Et avant cet arrêt de la Cour de cassation de septembre 2021, eh bien, cette pratique était tout à fait illégale, n'était pas du tout admise par les tribunaux. Eh bien, désormais, elle est reprise. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que le salarié doit, se prévaloir de certains éléments de preuve sans foi ni loi. Mais sachez que aussi, il y a une ouverture en termes de la preuve, tout comme on peut enregistrer sur le plan, c'est admissible sur le plan pénal, on peut enregistrer ou filmer son employeur dans un certain contexte, sauf si on l'y a poussé bien sûr, mais dans un certain contexte de harcèlement et se prévaloir de cette pièce devant les tribunaux au pénal, pas au civil, pas devant les prud'hommes, mais au pénal si on doit porter plainte contre l'employeur. Donc il y a une ouverture, on va dire, de l'acception de la preuve avec ces méthodes de testing. Armelle, vous me demandez si la loi du 2 août s'applique elle aussi aux agents de la fonction publique de l'État. Bien sûr, elle s'applique à tout le monde. Donc, voilà, il est déjà 15h25, on a débordé quasiment de 30 minutes, mais le sujet véritablement le méritait. En plus, c'est le dernier webinaire de l'année, donc voilà, on s'est donné l'espace-temps pour vous ouvrir le champ sur ces questions de droit du travail, en tout cas de l'actualité du droit du travail en 2021. J'espère que vous en avez tiré des informations substantielles pour pouvoir orienter au mieux les personnes que vous rencontrez. Si vous avez besoin d'orienter des salariés ou des agents, n'hésitez pas, vous avez dans l'onglet Files un bon de consultation juridique gratuite. Je me ferai un plaisir de les recevoir à l'occasion d'une consultation gratuite, sans limite de temps, effectivement avec le maximum d'éléments possibles et en les orientant, puisque telle est mon éthique, ma politique, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, ou ma forme de déontologie, c'est que moi, j'essaye systématiquement d'aller sur un terrain amiable, sur un terrain de la négociation. Et puisque, le temps faisant, mon expertise, se développant en matière de traitement des dossiers de droit du travail et constatant aussi mes limites, notamment, comme je vous l'ai dit en introduction, sur toutes les questions de dignité, de positionnement, eh bien, c'est pour ça que je souhaite à terme m'associer notamment à l'expertise et au professionnalisme de François et de son cabinet pour offrir une offre groupée aux personnes qui viennent nous voir, pour leur offrir à la fois l'accompagnement de l'avocat, mais à la fois l'accompagnement d'un expert qui aurait un regard extérieur pour trouver un meilleur positionnement là sur ces questions de sortie du travail, je reste, je pars, quels éléments j'ai ou pas pour faire valoir mon dossier, et surtout pour aider les personnes qui sont dans une difficulté en matière de contexte professionnel, les aider à se poser la question « qu'est-ce que je veux ?» Et cette question « qu'est-ce que je veux ?» souvent l'avocat ne va pouvoir y répondre que sur un angle, soit négociation, soit contentieux. Et un psychologue du travail va pouvoir ouvrir le champ. Et d'ailleurs, dans l'onglet « Les documents », vous avez énormément de petites fiches pratiques que je vous invite à imprimer ou à garder sur votre bureau informatique qu'a fait François, qui va vous permettre aussi d'éclairer les personnes que vous rencontrez sur certaines notions. C'est quoi les RPS, c'est quoi la qualité de vie au travail, qui va vous aider à détecter les signaux, à les repérer et à faire un travail, je dirais, à la fois de prévention et aussi avoir une vision réactive lorsque vous voyez ces signaux. Peut-être en conclusion, François, est-ce que tu pourrais nous donner 3 à 5 maximum signaux alarmants en termes de risques psychosociaux dont doivent se saisir les assistants sociaux pour justement faire en sorte que le contexte du salarié ne se dégrade pas de trop? Très clairement, en termes de dégradation de la santé, ce qui compte le plus, c'est d'éviter l'isolement sur la question de la santé psychique, de manière générale. Il vaut mieux des personnes qui s'expriment, qui crient, qui hurlent, qui en tout cas qui donnent leur point de vue sur l'entreprise, que des personnes qui vont avoir tendance à s'isoler. Et c'est cet isolement, justement, vous avez une fiche un petit peu pratique, on a travaillé sur le sujet parce qu'on a été beaucoup sollicité pendant le télétravail.
c'est des éléments au travers de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on lit. On peut avoir des éléments. Alors, au niveau de ce qu'on voit, effectivement, les changements de comportement, la personne qui va avoir tendance à s'isoler, la personne qui va être beaucoup plus à distance, qui va plus participer aux réunions, les personnes qui vont vous dire mais j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ça, je viens plus déjeuner, je ne viens plus, voilà, les personnes que vous voyez et les personnes que vous voyez plus. Et puis les signaux aussi de changement corporel. Les cernes énormes, les personnes qui bâillent, etc. Ça peut être des indicateurs. En tout cas, au travers de ce qu'on voit, ça peut être intéressant. Au travers de ce qu'on voit plus, les réunions en visio où les personnes coupent toutes leurs caméras, par exemple, alors que c'était pas dans les usages de l'entreprise ou du service. Au travers de ce qu'on entend, alors c'est un peu la même chose, ou les personnes très très virulentes, ou les personnes qui vont devenir mutiques, alors que finalement, c'est les changements de comportement qu'il faut analyser. C'est toujours les changements de comportement. Il y a une bascule à un moment, la personne qui va dire je ne parle plus, je ne communique plus, je m'isole, je me renferme. Et au travers de ce qu'on lit, et on voit que la communication, elle a été extrêmement développée, cette communication écrite, du fait de la massification, et c'est pas un très beau terme, du télétravail, c'est-à-dire qu'on a beaucoup échangé dans les chats, par mail, par messagerie professionnelle, par messagerie WhatsApp ou SMS, etc. Et finalement, dans les écrits, alors toujours de la même façon, ou des choses très débordantes, c'est-à-dire beaucoup d'informations, l'évocation de problèmes de reconnaissance, de qualité du travail. Je fais un travail qui est complètement inutile, ça sert à rien, je suis pas reconnu, etc., etc. Et puis, à l'inverse, j'allais dire les réponses lapidaires. Vous posez une question à quelqu'un dans votre collectif, il vous répond OK, voilà, alors que vous avez fait 5 lignes de questions, c'est vu, ou des choses très très courtes comme ça, qui peuvent vous indiquer qu'il y a une problématique. Alors il y a cette première fiche qui est de détecter un petit peu les signaux faibles, et puis il y a la deuxième fiche qui est quelle réponse on peut y apporter. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est que la réponse à y apporter, on ne pourra connaître la réponse qu'on doit apporter à cette personne-là que quand on aura compris sa problématique. Et en fait, le problème majeur, c'est que souvent, on ne va pas s'adresser, on détecte le signal, on se dit, bah tiens, elle a pas l'air d'aller très très bien, cette personne-là, mais en même temps, on va pas aller la voir parce qu'on imagine qu'on va devoir tout de suite lui apporter une solution. On peut pas lui apporter la solution si on n'a pas compris le problème. Et souvent, finalement, et je voulais finir là-dessus, moi, parce que c'est vrai que j'ai pas pu l'aborder très clairement, mais c'est la question du lien. Finalement, le lien dans l'entreprise qui est le plus important. Ce qui nous a manqué le plus, finalement, c'est la machine à café. La machine à café qui fait le lien entre les personnes, qui fait le lien dans l'activité, qui permet de faire avancer l'activité. Ce lien, il a été distendu du fait de la crise sanitaire. L'idée d'aller vers la personne qui est en difficulté dans l'entreprise, c'est justement la possibilité pour elle qu'on recrée du lien à son encontre, et c'est la possibilité du coup de trouver une solution qui va être adaptée à sa problématique en ayant créé ce lien qui n'était plus forcément possible. Merci beaucoup François. Je terminerai aussi voilà en offrant vraiment voilà aussi cet axe majeur en termes de réflexion et d'action pour les assistants sociaux qui ont assisté à ce webinaire, c'est que effectivement d'abord c'est tisser le lien, que la personne soit en confiance, et vous assistants sociaux, vous êtes vraiment, je dirais, une personne ressource pour les personnes qui viennent vous voir. Il faut que vous puissiez établir des sortes de questions types, et vous verrez que les fiches que François a mis en ligne sont très précieuses pour aider à déterminer de quoi il s'agit, parce qu'encore une fois, je vous le redis, la question, la difficulté qui se pose pour nous, avocats, c'est la question « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et souvent, les gens ne savent pas faire, ils ne savent pas dire, ils veulent quitter l'entreprise, ils veulent rester, ils ne savent pas. Donc, pour pouvoir déterminer la meilleure action possible, est-ce que j'ai les moyens de rester dans l'entreprise? Est-ce que l'environnement est encore suffisamment sain et fécond pour que j'y continue mon parcours professionnel, ou est-ce qu'au contraire, je dois faire en sorte de quitter dignement, et j'insiste sur ce terme-là, mon entreprise, et à des conditions financières importantes. Et tout ça, ça peut pas se dire tout de go. Donc, il faut que vous analysiez, vous, les éléments. Alors, je dirais, avec mon jargon d'avocat, les éléments de preuve. Effectivement, il faut avoir suffisamment de pièces. Je vous le dis vraiment, il faut décourager les gens quand ils n'ont pas assez d'éléments. Encore une fois, c'est pas la cour de récréation, le conseil des prud'hommes. C'est très difficile, c'est très âpre.
C'est très aléatoire en termes de résultats. Ça peut susciter beaucoup de désillusions et c'est souvent des combats qui sont très très vains. Donc, décourager les personnes si elles n'ont pas assez d'éléments. Les aider à tourner la page le plus rapidement possible, que ce soit en intra ou que ce soit en quittant l'entreprise. Et pour ça, il faut vraiment déterminer les éléments qui font que les personnes veulent ou pas quitter l'entreprise, veulent ou pas rester. Et pour ça, il faut des professionnels. Donc vous, bien sûr, d'abord, et orienter vers des gens, si les personnes n'arrivent pas à y voir clair, vers les bons professionnels. Et les psychologues du travail font partie de ces professionnels qui sont sachants de la structure de l'entreprise, c'est-à-dire qui ont une vision employeur et qui ont les moyens de faire ce lien, de rentrer en contact avec les personnes pour bien comprendre où se situe leur problématique. Donc, je terminerai en disant que, heureusement, la loi est très protectrice, le code du travail, les réformes successives qui ne cessent d'aller dans le sens de la protection du salarié, qui ne cessent d'aller dans la prévention des risques psychosociaux. Mais attention, il ne faut pas que toutes ces réformes-là ne soient que cosmétiques. Elles sont pas là pour faire joli, elles sont là pour être vécues par les salariés. Et vous, assistants sociaux, vous pouvez aider les personnes que vous rencontrez à s'emparer de la loi, mais de manière positive, pas simplement juste pour aller au prud'homme, mais au sein de leur entreprise pour avoir une vie professionnelle qui ait du sens et qui soit suffisamment sereine et en lien les uns avec les autres. Il est 15h35. Je vous remercie beaucoup d'être encore avec nous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et voilà, dans les contextes les plus protégés sur le plan sanitaire et les plus agréables parce qu'on a besoin de ce lien dans l'entreprise, mais aussi dans les univers familiaux ô combien pour se régénérer, reprendre des forces. Et je vous dis à la rentrée, dès le 10 janvier, vous aurez la programmation de 12 nouveaux webinaires de janvier 2002 à juin 2022. De janvier 2022 à juin 2022. Et on les fera sous un format encore plus léché sur le plan esthétique, sur le plan de la diffusion. Et on vous enverra à la suite de ces webinaires, non seulement le replay, mais aussi des petites vidéos dédiées, questions-réponses sur la base des questions que vous aurez pu poser dans le chat, mais aussi sur une vision très pragmatique du droit, ça marche ou ça marche pas. Et nos intervenants se plieront, j'espère, à cet exercice sympathique, mais qui est de synthétiser la substantifique moelle des webinaires et de vous retransmettre sous un format très agréable et que vous pourrez d'ailleurs aussi montrer aux personnes que vous recevez les réponses aux questions les plus récurrentes, fréquentes, selon les thématiques qui seront abordées. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour le webinaire de ce jour. Je vous dis à bientôt et encore une fois, excellente fête de fin d'année. François, merci beaucoup. À très vite pour, avec plaisir et merci pour d'autres webinaires. Voilà, pour une plus ample collaboration. Au revoir. Au revoir.